bonjour à tous. Donc on va commencer ce séminaire. Donc je suis très heureuse. Je suis très heureuse d'accueillir le professeur. Donc je vais essayer de bien dire le nom, Athanase Benetos, donc qui est professeur de gériatrie et de biologie du vieillissement à Nancy, en Lorraine. Voilà, donc il a un parcours, il est aussi membre de l'Académie nationale de médecine depuis 2023, il est membre du conseil exécutif et il est président sortant de l'European Geriatric Medicine Society, donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui nous fait l'honneur de venir aujourd'hui, et il est aussi chercheur et fondateur de l'unité INSERM déficience cardiovasculaire aiguë et chronique, donc à Nancy. Et justement, la plupart de ses travaux de recherche portent sur les modifications artérielles au cours du vieillissement et notamment sur le rôle de la dynamique des télomères dans le vieillissement artériel. Et donc, il va nous parler de toute cette thématique des télomères dans le vieillissement. Donc, encore une fois, je le remercie vraiment d'avoir fait l'effort de se déplacer pour nous parler de ça. Et j'espère que, si on n'a pas pu en discuter avant, mais que voilà, on pourra y voir de futures collaborations, parce que ça me semble une thématique très importante. Voilà, donc je vous laisse la parole. Alors, oui, je disais tout à l'heure, en fait, c'est la première fois que je reviens sur Bordeaux depuis au moins 22, 23 ans, je crois. Et ça, elle est impressionnante, votre ville, pour un Lorrain comme moi. Alors, je vais vous parler de la longueur des télomères. Alors, c'est dommage que vous soyez aussi loin, mais bon, je sais, les étudiants ont toujours la tendance d'aller au fond de l'amphithéâtre. Mais si vous voyez bien les lettres, c'est bien, vous êtes jeune, donc vous avez une bonne vue, c'est l'essentiel. Et puis, n'hésitez pas à m'interrompre, honnêtement, si vous voulez. Alors, je ne suis pas biologiste. Alors, je suis un clinicien donc gériatre, cardiologue à l'origine, mais gériatre. Et donc, je m'intéresse depuis maintenant 26, 27 ans, on travaille dans ce domaine. Domaine donc du sens, je dirais, de tout ce qui tourne autour des télomères, dans le domaine donc du vieillissement humain, enfin du vieillissement en général, et plus particulièrement le vieillissement cardiovasculaire. Alors, on va essayer. Ah, pourquoi ça n'avance pas? Oui. Bien, alors, juste en introduction, pour ceux qui aiment avoir des connaissances, je dirais, assez globales dans le domaine du vieillissement, je vous conseille vivement cet article, ou plutôt cette série d'articles. Cette série, parce que le premier, celui que vous voyez ici, publié dans Cell, qui est le top journal dans le domaine de la biologie, il y a 12 ans, par Carlos Lopez Autain. C'est Autain, c'est pas Aurin, c'est une erreur. Qui est donc avec 6 autres co-auteurs et qui font quand même une présentation extrêmement à la fois intéressante, générale et très pédagogique, très didactique. Et donc ils ont fait plusieurs éditions depuis, et une nouvelle donc édition, je dirais, dans le même journal il y a quelques mois, enfin il y a un an maintenant, 2023, 10 ans plus tard. Et ils mettent ce qu'on appelle les hallmarks. Alors hallmarks, je pense qu'en français, l'équivalent, c'est les piliers, ou plutôt les points importants, c'est-à-dire les mécanismes qui se modifient avec le vieillissement en général, plus ou moins, bien sûr, à chacun de façon différente. Mais ces grands mécanismes, vous voyez ici, vous avez l'instabilité du génome, vous avez l'épuisement des cellules souches, voilà, les progéniteurs cellules souches, la sénescence cellulaire en général, la dysfonction mitochondriale, donc tous ces changements, et que ce qu'ils disent les auteurs, c'est que ces mécanismes, avec leurs changements, vont déterminer les rythmes du vieillissement du corps entier. D'accord? Donc c'est ça, et parmi, je ne veux pas développer ça aujourd'hui, mais parmi ces mécanismes, il y a un des 9 piliers, si on peut dire, ce sont les télomères et leur usure avec le temps qu'on verra aujourd'hui.
et le sens. Alors, les télomères, en 2 mots, je crois, si j'ai bien compris, par la directrice du laboratoire ici, vous êtes plutôt orienté vers l'épidémiologie. Donc, ça sera mieux que si vous étiez des spécialistes en biologie, ce serait compliqué pour moi. Donc, ça m'arrange. C'est quoi les télomères? Du point de vue étymologique, pour ceux qui sont un peu grécophones, hellénophones plutôt, ça veut dire les parties finales. Et donc, ça veut dire, ce sont justement ces parties. Vous voyez ma flèche là? On la voit la flèche ou pas? Oui, on la voit, très bien. Donc, c'est cette répétition. Vous voyez ici, il y a en gros tous les chromosomes. Chaque chromosome a 4 extrémités. Sur ces 4 extrémités, donc, il y a une séquence de bases mélangées avec des protéines, on passe les détails, qui fait à peu près, qui est une répétition des mêmes bases. Vous voyez, guanine, 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 GGG, TTA. Donc 6 bases qui se répètent à peu près 1500 fois. 6 multiplié par 1500, ça veut dire qu'à chaque extrémité, en moyenne, nous avons 9000 bases qui sont là pour protéger, qui ne codent pour rien. Ça ne fait pas ni des ARN, ni des protéines, ni rien. Donc ça ne code pour rien. Reste classique. Maintenant, bon, on peut discuter après. Mais ce sont un peu les gardiens du temple, c'est-à-dire si cette partie elle est trop courte, s'il n'y a pas une longueur suffisante pour protéger, la cellule commence à déconner, soit avec une instabilité qui peut même créer des cancers, par exemple, ou autre anomalie, mutation et autre anomalie, ou, plus souvent, et ce qui est classique, c'est un arrêt de réplicatif, c'est-à-dire une sorte de sénescence cellulaire. D'accord? Voilà, sont ces extrémités. Et alors, ce qui est intéressant, ce qui a été découvert il y a maintenant plusieurs décennies, c'est ce qui s'appelle Head Replication Problem, c'est-à-dire qu'à chaque réplication cellulaire, les cellules filles vont perdre une petite partie de cette extrémité. Et donc, il y a une usure avec le temps de ces télomères, comme vous voyez ici, sauf quand l'organisme, le corps, veut absolument qu'il n'y ait pas ce type d'usure. L'exemple, c'est les cellules sexuelles, germinales, c'est-à-dire là, on veut transmettre des cellules qui ont la même longueur pour qu'on ne transmet pas des cellules vieillies du point de vue télomérique. Donc là, il y a une enzyme qui s'appelle télomérase. Cette enzyme, la télomérase, est capable, là où elle existe dans très peu de types cellulaires. Globalement, c'est les cellules germinales, c'est les cellules, les progéniteurs, les cellules souches, parce que ce sont des cellules qui doivent soit travailler énormément, donc il ne faut pas que cette capacité soit épuisée par le raccourcissement des télomères, par l'attrition. D'accord? Le terme attrition, je l'utilise équivalent du terme raccourcissement. D'accord? Donc cette usure, pareil. Cette attrition télomérique, donc, on ne veut pas qu'il y ait, on veut qu'elle soit réduite, donc dans certains types cellulaires ou complètement absente, l'attrition, comme je disais, sur les cellules donc, sexuelles. Donc, du coup, cette télomérase est capable, là où elle existe, de remplacer ce qui est perdu à chaque réplication. Et donc, vous voyez ici, voilà, c'est ça. Donc, vous voyez les cellules somatiques que vous avez ici en bas vont diminuer leur taille, les télomères, parce qu'il n'y a quasiment pas de télomérase quand on a sur les cellules finales, comme on dit, c'est-à-dire les cellules matures. D'accord? Mais au niveau des cellules souches ou de progéniteurs, il y a une activité partielle, donc l'usure est moins importante. Et sur les cellules germinales, vous voyez ici, il n'y a pas parce qu'elle est complète. Et c'est sur cette thématique, il y a 15 ans exactement, le prix Nobel a été attribué à 3 scientifiques américains, enfin, qui travaillent aux États-Unis, parce que la chef de file, qui est Elizabeth Blackburn, elle est australienne. Donc, et puis 2 autres scientifiques que vous voyez ici, Carol Grader et puis Jack Szostak, qui ont, pour leurs travaux, justement, sur les télomères, la télomérase. Et c'est depuis, voilà les 3 scientifiques, et c'est depuis que les télomères sont devenus très à la mode. Voilà, donc ça a un bon côté, ça a parfois aussi de mauvais côtés, comme tout ce qui est à la mode. C'est-à-dire, après on essaye de tout expliquer avec une seule chose, on donne des promesses, souvent des fausses promesses, j'en parlerai un peu par la suite. Parce qu'en fait, là, pourquoi je dis ça, et je pense qu'il faut insister,
il ne faut jamais avoir la naïveté de penser que sénescence cellulaire équivaut vieillissement. D'ailleurs, la sénescence cellulaire peut être un mécanisme de rester jeune au niveau du corps. Si vous êtes, là, vous êtes jeune, vous. Je m'adresse à, bien sûr, là, vous êtes jeune aussi, mais enfin, là, ils sont plus jeunes quand même. Ils viennent après. C'est le plus vieux pour commencer. Alors, donc, vous savez, vous, donc les plus jeunes, 25 ans, disons, vous avez des cellules qui sont, enfin, il y a de la sénescence cellulaire, il y a des milliers de cellules qui deviennent sénescentes tous les jours, et finalement, mais c'est une sénescence qui est très, je dirais, très modeste. Il y a très peu de cellules, en fait. Et en fait, c'est très utile, parce que comme ça, vous vous débarrassez des cellules qui sont, soit qui commencent à fonctionner mal, donc les risques de mutation et tout ça augmentent. Donc si elles deviennent sénescentes, c'est une bonne chose. Et aussi, si elles ont déjà ces cellules un vieillissement, le fait de les éliminer complètement permet, parce que vous avez en plus la capacité, vous avez des cellules souches qui sont très puissantes, et donc vous pouvez les remplacer facilement. Et donc la sénescence cellulaire, c'est une garantie à la fois à des effets anti-vieillissement et anti-cancer. Chez un vieux, un corps vieilli, cette sénescence est beaucoup plus massive. Hein? Donc il y a beaucoup de destruction cellulaire de façon beaucoup plus importante. Et en même temps, nos cellules souches et la capacité de générer de nouvelles cellules qui ont de bonnes fonctions, pas des cellules qui ne sont pas fonctionnellement utiles, elle est réduite, cette capacité. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va perdre de la fonction. On gagne par la sénescence, même quand on est vieux, parce qu'on élimine les cellules qui risquent d'avoir des mutations, et donc cancérogénèse, etc. Mais on perd en fonctionnalité, parce qu'on remplace le muscle par des tissus fibreux, par exemple, etc., etc. Vous voyez, je vais dire, voilà, je parle trop de ça parce que je suis encore à l'introduction, mais il faut comprendre que sénescence cellulaire, c'est pas que j'arrête, on lit même des scientifiques qui disent, voilà, on a trouvé un gène, on arrête la sénescence cellulaire, donc les gens vont devenir immortels, c'est de n'importe quoi, ça. Il y a beaucoup de n'importe quoi dans le vieillissement, ça il faut le savoir. Beaucoup de... Bon, alors, autant donc dans le domaine cellulaire, les télomères, c'est une thématique qui est, notamment dans le domaine du cancer, qui a été étudiée beaucoup depuis les années 60, 70, etc. Même un peu avant. On parle des télomères à partir des fin des années 40, en fait. Le mot télomère arrive fin des années 40. Et donc, mais en clinique, notamment dans des études cliniques, le rôle commence à être étudié, notamment dans le système cardiovasculaire, fin des années 90, début des années 2000. Vous voyez, au tout début, moi j'ai eu la chance, à cette époque-là, j'étais à Paris, fin 99, 98, et c'est Abraham Habib, un gars que je ne connaissais pas à l'époque, qui m'a contacté un jour, parce qu'à l'époque on travaillait beaucoup en épidémiologie sur la pression pulsée, la différentielle et la mortalité, etc. Et comme ces papiers ont eu un certain impact international, il m'a appelé, c'est quelqu'un qui travaillait déjà dans les télomères. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec lui, et quelqu'un avec qui j'ai toujours, pas seulement une collaboration, mais un très grand respect, c'est un peu mon mentor, un homme merveilleux de tout point de vue, donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler nous aussi, avec des petites études. Hein. C'était des études où il y avait 100 personnes par-ci, 150 par-là. On va voir si les télomères sont plus courts, plus longs quand on a des latéromes. Et il y avait de plus en plus de données. Pas de façon unanime, mais il y avait de plus en plus. Bon. Et puis, les choses ont complètement changé. Là, je vais rentrer un peu plus dans votre domaine, certainement. Donc, excusez-moi si je raconte un peu de l'épidémiologie. Regardez cette étude, par exemple, Sam Ups. Donc, Samani, vous voyez ici, athérome coronaire, c'est marqué là. Alors, cette étude, la première étude, 2001. Hein. 2001, 25 sujets. Modeste quand même pour faire de l'épidémiologie. Donc, d'un côté, les coronariens en noir, les non-coronariens en blanc. À tout âge, à chaque âge, il y avait donc des télomères étaient plus courts chez les coronariens. Et comme disent les autres, 20 ans plus tard, eh ben, la même équipe, c'est pour ça que je présente ça, c'est exactement la même équipe, Cobb et Samani, ils font sur les bases de données, donc avec la randomisation médélienne, etc., ils font sur des centaines de milliers. Bien sûr, là, il y a à la fois des mesures des télomères, mais également
comme c'est souvent le cas avec cette approche épidémiologique que vous connaissez certainement mieux que moi, on va étudier les gènes qui régulent la longueur des télomères et on va voir si ces génotypes, je le dis de façon simple, sont liés à un certain nombre de phénotypes. Et donc, on fait un lien donc, entre les télomères et les phénotypes que je vais vous montrer. Ce sont des manifestations, donc, soit en passant par des mesures, mais surtout par l'aspect d'analyse du génome. Et alors, qu'est-ce qu'on a appris avec cette nouvelle épidémiologie? On a appris finalement qu'il y a des liens très importants. Et pour résumer, pour ne pas prendre trop de temps, je vais être simple. Pour la plupart des cancers, il y a une relation positive entre la longueur des télomères et le risque de développer un cancer. Surtout pour le mélanome, pour la prostate et pour certains autres cancers, pas pour tous les cancers. C'est le contraire pour les maladies dégénératives, notamment la maladie coronaire, où on a toujours... vous voyez ici les deux points que vous voyez par exemple ici. Il y a un, c'est à partir des données sur les génotypes, enfin, et là c'est les liens entre les télomères mesurés. Donc voilà. Et donc il y a, pour l'hypertension, c'est beaucoup moins discutable parce que, enfin, moi je pense que de toute façon, c'est une erreur d'essayer d'expliquer l'hypertension avec ça parce que l'hypertension entre un sujet jeune et un sujet âgé, les mécanismes sont tellement différents que du point de vue, même si il y a dans les deux cas une pression qui monte, qui n'est pas d'ailleurs la même parce que dans un cas c'est la systolique, dans l'autre cas c'est souvent la diastolique davantage. Donc on parle des maladies différentes, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discordances. Mais cette histoire avec la différence, c'est-à-dire tout ce qui est globalement dégénératif est associé, on verra pourquoi, enfin les hypothèses, tout ce qui est dégénératif c'est plutôt associé avec des télomères plus courts, tout ce qui est prolifératif c'est associé, vous voyez, même l'Alzheimer disease on peut considérer comme une maladie dégénérative, là aussi il y a des liens qui, par contre pour la maladie d'Alzheimer, là aussi peut-être parce que comment on définit à l'époque quand on avait fait ces études les liens entre la maladie d'Alzheimer et les télomères dans les études de taille, je dirais, sans cette approche, mais une approche plus classique, épidémiologique, les liens ne sont pas unanimes, je dirais, du tout. Mais avec cette approche de la génétique, de l'épidémiologie génétique, si on peut dire, il y a quand même des liens qui semblent être peut-être pas aussi forts que pour les maladies dégénératives, notamment l'athérome, au niveau cardiovasculaire, mais qui existent. Donc on peut dire globalement qu'actuellement, il y a un lien. Pourquoi j'ai mis ici un rôle causal, c'est-à-dire un lien? Parce qu'à partir du moment où on voit que les gènes qui déterminent la longueur des télomères sont liés avec ces phénotypes, on peut dire que les télomères courts, et ça nous on a beaucoup travaillé pour répondre à cette question, pas avec l'approche génétique, mais avec l'approche des études longitudinales, la longueur des télomères courtes, pour les gens qui font l'association entre télomères courts et les maladies, comme je disais, dégénératives, notamment cardiovasculaires, les télomères courts existent avant même le développement de ces maladies. C'est-à-dire que ce n'est pas une conséquence de l'usure par l'athérome, etc., inflammation, mais c'est quelque chose qui préexiste. On y reviendra. Et les télomères longs seraient davantage corrélés à des maladies prolifératives, bénignes ou malignes. Et on va voir, je vais montrer 2 ou 3 diapos par la suite sur les explications un petit peu plus cellulaires de cette observation épidémiologique et clinique. Dans le domaine cardiovasculaire, moi j'aime bien cette figure parce qu'en fait ce qui montre c'est que plus vos télomères sont longs, de façon statistique du moins, plus vous aurez la tendance de développer les problèmes plus tard. Et plus les télomères sont courts, plus on a la tendance de développer les mêmes problèmes plus tôt dans la vie, vous voyez ici, en rouge, et des formes plus graves. Un jour, si on vit pour très longtemps, on va développer les maladies quand même. Et c'est un peu aussi ce qu'on a vu dans une étude où on a fait des mesures, c'est un petit peu plus compliqué parce que là c'est des mesures sur plusieurs tissus, mais globalement, sur le leucocyte du moins, il y a, vous voyez ici que ce soit les hommes ou les femmes, les hommes ont, ici c'est la prévalence des maladies athéromateuses,
ici. Donc chez les hommes, elle est plus forte, la prévalence, comme vous voyez ici. Là, ce sont les femmes de télomères plus longs, on verra ça. Mais on voit que il y a toujours ça, c'est-à-dire plus les télomères sont longs, moins on aura une prévalence des maladies cardiovasculaires qui sont des maladies liées au vieillissement. Alors, très rapidement, je vous ai parlé au début quel est le rôle de la machinerie télomérique au niveau cellulaire. Et bien, quand on fait ça, nous on a essayé de voir aussi ça au niveau in vivo, en prenant des cellules. Ici, on a travaillé dans une collaboration qu'on a eue il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, avec le groupe de Françoise Dina-Georges à Marseille et Florence Sabatier, pardon. Nous avons pris de cette étude que j'ai montrée avant, c'est des gens qui avaient des latérome ou qui n'avaient pas de latérome, on a pris des progéniteurs et on a étudié leur capacité de réplication avec des méthodes, je passe les détails, et on voit ici que les cellules chez ces patients-là qui ont eu les mesures des télomères aussi. Et on a vu que ce soit les gens qui avaient des progéniteurs avec une forte capacité réplicative, c'était les gens qui avaient des télomères plus longs. Vous voyez ici, ça c'est le groupe des gens qui avaient une forte capacité, ce qu'on appelle cell replating capacity, une plus grande capacité donc réplicative. C'était les gens qui avaient des télomères plus longs, que ce soit au niveau de leucocytes, quand on mesure, ou même au niveau des progénitrices, des cellules progénitrices directement, c'est-à-dire les mêmes cellules pour lesquelles on a mesuré, les mêmes exactement cellules pour lesquelles on a mesuré la capacité. Donc c'est une preuve plus directe que quand c'est indirect, on dit, etc. Donc ces mêmes cellules que vous voyez cette partie-là de la diapositive, ce sont les cellules, d'une part, on mesurait avec une méthode un peu plus spécifique, parce que c'est des cellules isolées, donc, et leur capacité proliférative et aussi la longueur des télomères. Comme si vous voyez, donc ça c'est un petit schéma qu'on a fait pour le papier, c'est donc quand vous avez ici, vous voyez ici, vous avez des télomères courts à la fois au niveau de leucocytes et au niveau des progéniteurs, les deux parties ici, donc les télomères, vous voyez les extrémités ici, je ne sais pas si on les voit de loin, mais on essaie, ouais, très bien. Ok, donc là, voilà, donc ici, on a une capacité réplicative qui est moins importante, et donc ça veut dire que l'endothélium pourrait rester en bon état, et les cellules musculaires lisses, et l'ensemble de la paroi artérielle, a besoin de pouvoir travailler, remplacer les cellules usées, créer à nouveau de l'endothélium, etc. Donc cette capacité réplicative dépend beaucoup des télomères, comme on l'a montré dans ce papier de façon assez directe. Et donc du coup, on va décaler la présence de lésions probablement quand on a des télomères plus longs. C'est clair? C'est pas clair? Il y a au moins une personne qui dit oui, c'est une bonne chose. Alors je vais faire une parenthèse. Comme tout le monde, pendant la période Covid, on a quand même shifté, comme on dit, switché sur... Et là, toujours avec Abraham Aviv et quelques autres équipes, on a fait cette étude. On est parti de l'observation chez les personnes âgées dans notre service de gériatrie. Vous connaissez tous que c'était les sujets âgés quand même qui étaient les cibles, les premières cibles de cette maladie du point de vue mortalité. Les conséquences graves. Donc, on ne savait pas par nos études, mais c'était par la littérature, qu'un des marqueurs importants de mauvais pronostics chez la personne âgée, notamment pas chez les jeunes, chez la personne âgée, c'était la baisse de lymphocytes. Quelqu'un qui arrivait dans les services avec des lymphocytes qui étaient trop bas, on savait que, les études avaient montré qu'il avait ou elle avait un pronostic beaucoup plus grave. Et notre hypothèse, c'était de voir s'il y avait un lien entre la longueur des télomères de ces gens-là et la chute des lymphocytes pendant le Covid. Et on a fait donc, d'autres après, ça c'est les résultats qu'on a publiés, mais après on a augmenté, on a triplé la cohorte, les résultats sont les mêmes. Et on a fait en comparaison des gens qui étaient hospitalisés pendant la même période, vous voyez à gauche quand vous regardez, qui étaient là pour une autre raison, pas pour le Covid. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, ce n'est pas la longueur des télomères, c'est le pourcentage. C'est une méthode beaucoup plus spécifique parce que c'est une petite population. Je passe les détails, c'est une méthode qui est capable de mesurer le pourcentage de télomères très court et pas la moyenne des télomères. Parce que j'ai dit une taille moyenne, mais on a plusieurs longueurs.
Donc il y a des études qui montrent que les pourcentages, si les pourcentages des cotélomères très courts, en dessous de 2 kilobases, sont relativement, si ce pourcentage est important, ça, globalement, ça crée beaucoup de problèmes dans la capacité réplicative de l'ensemble, pas seulement de ces cellules-là, mais de l'ensemble. On passe les détails. Et donc on voit que là où, vous voyez ici cette courbe chez les gens avec Covid, les gens qui avaient les télomères les plus courts, c'est-à-dire le pourcentage des télomères courts les plus élevés, ça ici par 40%, vous voyez, et ben c'était les gens qui avaient les lymphocytes, qui avaient les chutes de lymphocytes la plus importante. Donc, et c'est ça qui est intéressant, que chez les non-Covid, ça n'existait pas. C'est-à-dire, l'hypothèse est quoi? C'est quand on est, les sujets âgés, qui ont des télomères déjà plus courts que les jeunes, bien sûr, d'accord? Quand on est dans un état, on a une maladie, on a un problème. Non, on va commencer autrement. Devant le Covid, qui était les gens parlaient ça, ils parlaient de tsunami inflammatoire, donc il y a une agression énorme inflammatoire, donc qui détruit les lymphocytes. Qui dit lymphocyte dit immunité, entre autres, hein, essentiellement plutôt. Donc, d'accord. Donc, si vous avez des télomères longs en haut, devant ce tsunami, je dirais, vous avez la capacité, même si globalement sont courts, mais sont plus longs par rapport aux autres du même âge, de retrouver une longueur, un nombre de lymphocytes relativement satisfaisant. Alors que si vous avez télomères courts, vous n'avez pas vous perdez. S'il n'y a pas le Covid, s'il n'y a pas cette agression, même quand on a des télomères très courts, là, bah, il n'y a pas besoin de faire travailler la machinerie énormément. Donc finalement, c'est une sorte de capacité de répondre, les télomères. C'est à la fois, je vous ai montré les maladies chroniques, mais c'est aussi dans des situations aiguës où l'organisme doit tout d'un coup répondre à une agression massive, la capacité de répondre du point de vue réplicatif. En gros, c'est ça. Ce n'est pas le seul mécanisme. Les télomères courts sont associés à plusieurs autres syndromes et cascades plutôt biologiques qui font que même les lésions, les agressions sont plus importantes. Mais c'est surtout, on pense en tout cas, cet aspect défense des télomères, cette défense, soit pour des situations chroniques, athérome, exemple, soit ici, agression aiguë majeure, Covid, inflammation, infection, etc. Donc, faut-il avoir des télomères très longs? Les souris ont des télomères à 40 kilobases. Nous, on a des télomères à la naissance à 10 kilobases. Mais les souris vivent très peu. Bon, c'est pour ça qu'ils ont des télomères très longs, parce qu'ils n'ont pas le temps de les user. Mais est-ce qu'on est heureux si on a les télomères les plus longs? Bah, pas vraiment, c'est parce que de toute façon, en biologie, s'il y avait une télomère très élevée qui serait la meilleure, pour des raisons de sélection naturelle, on aurait aussi des télomères à 40 kilobases, etc. Je ne sais pas. Donc ça veut dire que finalement, c'est souvent globalement être dans la moyenne. Sauf que c'est mieux d'être dans la moyenne haute. Parce que même si le cancer est associé, beaucoup de cancers sont associés avec plus de cancers quand on a des télomères plus longs, mais la mortalité par cancer, même là, vous voyez, ça, c'est différents types de mortalité. Ici, bon, on ne voit pas très bien. Donc là, c'est globalement, plus on monte, là, les courbes sont les mêmes, c'est dans le même ordre. C'est-à-dire, là, on a la plus forte mortalité. Là, c'est les cancers. Vous voyez, même les cancers, c'est les télomères les plus courts qui ont une plus forte mortalité. Pourquoi? Parce qu'on a moins de cancers quand on a un télomère plus court, mais quand on a un cancer, à cause des comorbidités, à cause de beaucoup d'autres mécanismes qui ne sont pas très clairs, on reste avec une mortalité plus élevée. Donc finalement, du point de vue mortalité, ça il y a des dizaines d'études. La mortalité est vraiment associée, corrélée négativement avec la longueur de télomère. C'est une relation. Et alors, toujours dans la grande, vous savez, le code de Samani, je vous ai montré au début, les Britanniques, ils travaillent donc sur les bases de la sécurité, l'équivalent de la sécurité sociale britannique, et ils ont montré qu'il y a une personne de 40 ans, c'est ceux qui ont une SD, une déviation standard en dessous de la moyenne de télomères, ce sont les gens qui sont en bas, par rapport à ceux qui ont des télomères, une déviation standard au-dessus de la moyenne, et bien à 40 ans, l'espérance de vie, il y a un écart d'environ 2,5 années. Est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? C'est ce qui c'est, mais c'est ça en tout cas.
Bon, après, plus on vieillit, bien sûr, cet écart diminue, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs. Alors, maintenant, qui dit télomère? Alors, je vous ai dit que c'est bien d'avoir un télomère relativement long, je vous ai convaincu. Donc, vous allez vous demander, est-ce que moi, vous avez des télomères plus longs, plus courts? Donc, et si c'est dans un cas ou dans l'autre, qui est le responsable et quoi faire pour trouver le bonheur avec des télomères longs? Alors, tout d'abord, il aurait fallu choisir vos parents. Donc, parce que l'essentiel de la longueur de télomère que nous avons, c'est ce qu'on a hérité de notre papa biologique et de notre maman biologique. Alors, ça, c'est 2/3, en gros. Deuxièmement, c'est une question d'âge. On perd, donc, je vous ai dit, on va faire simplifier, supposons qu'on est né avec 10 000 bases, et par la suite, on va voir ça en détail, on va perdre, on verra combien, etc. Mais il y a une décroissance avec le temps. Ensuite, l'autre grand facteur qui est déterminant au télomère, c'est le sexe. Les femmes ont des télomères en moyenne de 250 bases, 240, 250 bases de plus que les hommes. Étant donné qu'il y a l'âge adulte, je parle des télomères ici au niveau de leucocytes, des globules blancs, d'accord, qu'on mesure, parce que c'est là qu'on mesure facilement. Et c'est un tissu qui s'use beaucoup, on verra ça. Oui, il faut que j'accélère. Donc les femmes de télomères plus longs, 240 différences, si on perd à peu près 25 bases par an au niveau des leucocytes, c'est à peu près, les gens disent, j'aime pas beaucoup cette expression, que les femmes ont un âge biologique, du point de vue télomérique, elles sont 10 ans plus jeunes que les hommes. C'est-à-dire une femme de 40 ans, en moyenne, a la longueur de télomère d'un homme de 30 ans. Donc c'est normal que les femmes se marient avec des hommes plus jeunes. Après, il y a une relation entre la couleur de la peau et les télomères. Je n'ai pas le temps, si on a le temps, si vous avez une question, vous pouvez me la poser, mais les gens avec la peau noire ont des télomères plus longs. Et l'explication est un peu longue, mais ça passe essentiellement par l'histoire du mélanome et la sélection naturelle qui est faite chez les blancs et pas chez les noirs. Mais ça prend du temps et comme le temps passe, je veux le dire. Mais c'est essentiellement ça, la raison. Les gènes qui régulent les télomères sont très corrélés avec le mélanome. Et comme le mélanome tue beaucoup les jeunes, les gens qui ont la peau blanche, et plus la peau est claire, plus on meurt de tel mélanome, ben les génotypes qui avaient des télomères très longs, qui avaient une prédisposition pour les télomères, ont disparu chez les blancs, alors que chez les noirs qui ne souffrent pas des télomères, n'ont pas été favorisés, mais n'ont pas disparu non plus. Je m'arrête. Voilà, donc, pour avoir des télomères sont donc essentiellement déterminés par des facteurs non modifiables, qui est la génétique, le sexe, la couleur de la peau et l'âge. Il y a aussi une histoire avec l'âge paternel. Là aussi, par question de... Si vous tombez un jour, sachez que plus votre papa était vieux, plus vos télomères sont un tout petit peu plus longs. C'est secondaire par rapport à tout le reste. Maintenant, avec la méthode qu'on utilise nous, qui est quand même la méthode la plus, ça tout le monde le dit, la plus fiable, mais qui est quand même un petit peu, je dirais, à la fois plus chronophage et plus cher. Et surtout, ça nécessite un petit peu plus d'ADN que... Donc, nous, on utilise le Southern Blot, alors que la qPCR qui est utilisée par la plupart des gens, c'est moins précis, clairement. C'est connu, c'est éprouvé par tout le monde, mais c'est moins cher, nécessite beaucoup moins de... Donc, ça dépend ce qu'on veut. Si on veut étudier toute la population de Bordeaux, on va faire une qPCR. Si on veut étudier 300 personnes, comment évoluent sur 10 ans, par exemple, on va faire le Southern Blot. Voilà à peu près les télomères à 45, soyez 50 ans. Les femmes ont toujours des télomères plus longs. Cette différence homme-femme ne disparaît pas avec la ménopause et ça reste jusqu'au bout de la vie. Alors, par contre, ce que je vais dire là, si on perd, comme je vous ai montré à peu près, vous avez vu là, 25, je reviens sur cette formule, c'est uniquement cette formule concerne seulement les adultes, et pas les enfants. Je vais expliquer pourquoi, parce que chez les enfants, mais chez les adultes, on perd à peu près, vous voyez, 0,025 multiplié par an. Donc, ça veut dire 0,025 kilobases, ça veut dire 25 bases par an. Et chez les femmes, il faut rajouter 250 bases, donc, comme je dis tout à l'heure. Mais chez les enfants, si on prend les 15 premières années de la vie, ce n'est pas 25 ou 30, c'est plutôt 80 à 100 par an. Et si on va au tout début de la vie, et là, on découvre que les choses sont très différentes. Et c'est
pour moi, c'est la chose la plus intéressante. C'est là où nous, on travaille actuellement davantage. Je suis un gériatre qui s'intéresse beaucoup aux enfants, mais aux enfants très, 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 très jeunes. Et parce qu'il y a une usure télomérique au niveau de certains tissus, notamment les tissus hémopoïétiques, les cellules hémopoïétiques, pardon, qui sont, comme vous le savez, enfin, vous le savez peut-être pas, mais peu importe, qui sont de la même origine que les cellules d'ailleurs endothéliales. Il y a l'expression hémo-endothélium, c'est-à-dire cette cellule donc commune qui s'use beaucoup au début de la vie. Pourquoi? Parce qu'il faut créer des milliards et des milliards de progéniteurs qui vont par la suite remplacer les milliards des cellules qu'on perd tous les jours, de globules rouges notamment et des plaquettes. Donc il faut une armée très forte, et cette armée est créée au tout début de la vie. Et donc tout ça, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de télomérase, cette usure va faire que finalement, vous voyez ici, ça c'est nos études, essentiellement, on a comparé l'usure au niveau MTL, c'est les muscles, les cellules musculaires lisses, et LTL, donc c'est leucocytes. Vous voyez, donc ça c'est au début de la vie, l'usure télomérique au niveau des cellules musculaires lisses, elle existe, mais elle est beaucoup plus faible que celle qui est... Parce que les besoins, bien sûr, il y a une croissance corporelle, donc on a une usure aussi sur les cellules musculaires lisses, mais au niveau des cellules hémopoïétiques, cette usure est énorme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez, il y a beaucoup de communication. Est-ce que j'ai encore 10 minutes? Oui. Il y a beaucoup de discussions, etc. Si vous regardez sur Internet, ça s'est calmé un peu depuis 4-5 ans, mais les 10 premières années après le Nobel, même des gens s'est connus quand même. Ils disaient, on peut faire des mesures de vos télomères, vous nous envoyez un peu de cheveux, parce que quand vous en avez, bon. Autre chose, hein. Sinon, on vous fait la mesure, $100, $120, c'est bon. Et puis on vous envoie des conseils, vous allez faire du sport 3 fois par semaine, et puis on vous la mesure après 6 mois. Et puis, très bien, c'est bon, continuez, envoyez-nous un deuxième chèque. Alors, est-ce que vraiment ça change grand-chose quand on perd... je vous ai montré que, autant la première année de la vie, au niveau de leucocytes, on perd 1 kilobase, 1000 bases, première année. Après, à l'âge adulte, on perd 25 bases. C'est 1/40e. Alors, je vous montrerai cette étude qu'on a fait il y a quelques années déjà, il y a plus de 10 ans. Un consortium qu'on avait, avec des cohortes de 4 pays que vous voyez ici. Et on a fait des gens qui ont été mesurés exactement de la même méthode, avec la même méthode, une première fois et 13 ans plus tard. Vous voyez. Et en fait, on les a classés en déciles. Et donc, par rapport à la longueur télomère ajustée à l'âge. Et les sexes. Et donc, voilà, supposons que vous avez été télomère très très court, donc vous étiez dans le premier décile, deuxième, troisième, jusqu'au 10e. Et puis on a repris les mêmes gens, les survivants du moins, hein, bien sûr, 13 ans plus tard, et on a fait encore les mesures, et on les a reclassés. Alors ce que vous voyez ici, c'est, là, sur cette partie-là, vous avez dans quel décile? Décile, c'est quand même assez précis, et ce n'est pas des tertiles, des quartiles. Donc vous voyez ici que 56% des gens étaient exactement dans le même décile. Et si on prend plus ou moins un décile, bon. Ah oui, là, 95 presque % des sujets n'ont pas changé plus qu'un décile. C'était soit dans le même, c'est-à-dire, à l'âge adulte, l'essor est dit, enfin, l'histoire des télomères, c'est ça qu'il faut comprendre. L'essentiel, bien sûr, il y a 5% qui changent beaucoup. C'est peut-être des erreurs de mesure d'ailleurs. On sait pas. Ça mérite d'être étudié, et on étudie quand même quelques cas comme ça. Mais globalement, dans l'âge adulte, les choses, on va tous perdre, plus ou moins. Globalement, au niveau populationnel, je ne parle pas au niveau individuel, ou de situations, des maladies, etc., mais au niveau populationnel, le rôle de l'attrition à l'âge adulte est minime. Donc toute cette littérature, souvent faite par des méthodes qui ne sont pas précises, sur des petites populations qui disent « faites du sport pour améliorer vos télomères », c'est vraiment, à mon sens, je le dis, je me trompe peut-être, je me trompe souvent d'ailleurs dans ma vie, mais c'est un grand n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile de connaître les télomères, justement parce que si vous avez des télomères courts, par exemple, en dehors du reste, vous êtes encore plus censé
à avoir un mode de vie encore plus, je dirais, sain, si on peut dire comme ça, si on le souhaite, bien sûr, parce que vous êtes à plus haut risque. D'accord? Donc, mais ce n'est pas forcément, c'est le message, bien sûr, c'est beaucoup plus joli de dire, moi je promets les prolongations de télomère. Voilà. Je ne dis pas que ça n'existait pas, je dis quel est l'essentiel au niveau de population. Des exceptions existent. Et qui peut y être. Voilà, je prends deux exemples pour terminer. Parce que, comme je vous ai dit, on est très intéressé, je pense, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il se passe au cours de ces premières années de la vie. Parce qu'autant à la naissance, en première année de la vie commence bien sûr à la conception, c'est-à-dire 9 mois avant le jour de la date de naissance, d'accord? Mais parce que le reste, on a dit c'est très déterminé, enfin de façon inchangeable, immodifiable. Alors quand on prend la pollution, je vous montrerai, juste pour raccourcir, je vais vous montrer deux études. Là c'est une méta-analyse. Donc sur une revue systématique sur 32 études. Je vous lis la conclusion. Vous voyez donc l'exposition donc prénatale à la pollution était associée avec plusieurs types d'altérations donc de mécanismes cellulaires, comme la méthylation, qui est un mécanisme majeur aussi, ça fait partie des grands piliers, l'épigénétique essentiellement, d'accord, la méthylation de l'ADN, mais aussi sur la réduction de l'attrition télomérique. Alors qu'après, même au début de la vie, il y avait un rôle même moins important. Une autre méta-analyse, avec 18 études, sur 8500 enfants et 2000 adultes, comme vous voyez, publiée il y a un an. Qu'est-ce qu'elle montre là? Que cette étude montre que pendant la grossesse, l'exposition à un certain nombre de polluants était associée à un raccourcissement de télomère, alors que l'exposition des enfants et des adultes, encore moins, n'était pas corrélée à une réduction de télomère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais ça c'est pour tout, je vais vous montrer aussi avec l'obésité, après une étude qu'on a faite. On est dans une période critique, comme on a dit, pendant l'enfance, avec une usure énorme. Il y a les facteurs qui vont influencer cette période critique vont avoir un impact beaucoup plus important que si ces mêmes facteurs agissent quand votre machinerie tourne beaucoup plus lentement. Je pense que ça doit être clair, non? Je ne sais pas si vous... Vous voyez donc, la même chose, la même agression, je dirais, qui peut user les télomères. Parce que là, les télomères, on sait comment les stress oxydants, il y a des mécanismes qui cassent les télomères. Donc ça, on agit directement sur la structure télomérique. Mais là, comme les cellules sont dans une phase quand même de stabilité, de réplication, là, l'impact va être beaucoup plus important. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser. D'ailleurs, on le sait, en fait, ça veut dire globalement sur l'usure, sur le vieillissement cardiovasculaire, les rôles de ce qui se passe au cours de la grossesse et les premières années de la vie, on n'est pas les premiers à l'avoir étudié, mais apparemment c'est important. Alors nous, comme je vous disais, un gériatre qui travaille chez des enfants de 0-1 an, c'est pas très fréquent, mais on a eu la chance de collaborer avec une équipe d'obstétriciens gynécologues de l'université d'Athènes qui ont une cohorte avec des enfants obèses et pour qui ils avaient des prélèvements sanguins depuis l'âge quasiment après la naissance, et énormément de mesures. Donc c'est des enfants avec surpoids et des enfants qui n'ont pas de surpoids. Donc on a pu comparer. En gros, on a 3 groupes ici, vous voyez, pas d'obésité, groupe 1, obésité. Donc ça, ce sont des télomères, c'est des enfants entre 2,5, en fait c'était entre 2 ans et demi, les mesures, et 10 ans quand on a fait. Et là, on est en train de faire aussi après. Mais bref, donc les télomères les plus courts, c'est là où il y avait une obésité très précoce, même si elle n'a pas persisté après. Vous voyez, le groupe 2, 3, le 2, c'est ceux qui ont eu une obésité au tout début, et puis après, pendant les follow-up, ils ont
je dirais, corriger partiellement cette obésité, cette surcharge pondérale. Et les groupes 3, c'est là où ça persiste. Mais les groupes 2 et 3, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est la période très précoce, probablement, de la vie qui va impacter la taille des télomères. Et même si ça se corrige après, rien ne change. Voilà, pour terminer, je dirais, on peut voir les choses un peu comme ça. Donc, en blanc, en haut, c'est des tissus avec des capacités, je dirais, prolifératives faibles. Et là, on a une usure, mais qui est modeste. D'ailleurs, si on a toujours, hein, si je prends, on a fait beaucoup de mesures sur plusieurs tissus, comme je vous ai dit, notamment muscles, peau, graisse, progéniteur, globules blancs. Au niveau des globules blancs, on a les télomères les plus courts. Au niveau des progéniteurs, c'est moyen. Les muscles, c'est encore plus élevé. Donc, parce que l'activité proliférative est très faible. Les autres, donc en jaune, vous avez donc justement les cellules, par exemple le globule blanc. Rouge, on ne peut pas mesurer parce qu'il n'y a pas de noyaux, d'accord. Mais ce qu'on mesure au niveau des globules blancs, ça reflète l'usure des globules rouges surtout. Parce que c'est les progéniteurs qui sont communs. Mais du point de vue mesure, on ne peut pas. Les globules rouges n'ont pas des noyaux. Il faut des noyaux pour mesurer quand même les télomères. D'accord. Donc là, et vous voyez cette delta qui est créée entre le muscle. Nous, on travaille beaucoup sur ce modèle muscle. On l'appelle modèle muscle sang. Parce que cette delta, cette différence, nous donne une idée de l'usure initiale. Parce que sinon, il faut commencer à mesurer les gens à 0 ans, aller jusqu'à, je sais pas, 50 ans, voir quelles sont les différentes périodes. Mais avec les deltas, c'est une façon de faire de l'évolutif sans faire vraiment, en étudiant en cross-sectionnel. Donc, ce delta qu'on peut mesurer aujourd'hui, je vous mesure par exemple vos télomères à 2 tissus, et cette delta entre le muscle et les globules blancs, ça sera ce que vous avez essentiellement perdu à l'âge très jeune. Et je crois que... Voilà, donc on a dit que ça. Et là, donc, ce qui se passe à l'enfance, on pense que si on fait un focus sur ça, sur cette attrition de la vie, les premières années de la vie, il y a certainement l'obésité des bébés. Peut-être la pollution en général. J'ai mis R, mais enfin pollution en général. Et tout ce qui est, bien sûr, des tox, tout ce qui peut empoisonner la femme enceinte, comme le tabac et autres substances, bien sûr. Et puis, on ne travaille pas, nous, dans ce domaine du tout, mais c'est des hypothèses, en tout cas, tout ce qui est malnutrition maternelle. Et on sait d'ailleurs, c'est la fameuse théorie de Barker, qui, quand les femmes ont des problèmes de malnutrition, les enfants sont de petite taille, par exemple, ils ont beaucoup plus de problèmes de maladies liées au vieillissement, notamment cardiovasculaires par la suite. Voilà. Et voilà, donc gardez ça. Les télomères, c'est quelque chose qui est réglé très tôt dans la vie, l'essentiel. Mais on aura besoin plus tard. Quand vous avez votre âge, vous n'avez pas besoin. Ça marche bien là. Mais quand vous aurez besoin de faire beaucoup de réparations, il faut avoir des réserves. Et les réserves, c'est votre capital. Gardez-le. Voilà, bon, donc on travaille avec beaucoup, parce qu'on a travaillé sur des cohortes, donc que ce soit en France, à l'international, et toujours avec la collaboration avec Avi, mon grand ami. Et puis voilà, je vous remercie.